Simone est une élève brillante originaire du Danemark. Elle est un peu en retard pour son prochain examen, mais parvient tout de même à préparer des réponses pour elle et ses amis afin qu'ils obtiennent tous d'excellentes notes. L'un de ses camarades flirte avec elle et l'invite même à sortir. Il semble que ce jour pourrait bien être son jour de chance, jusqu'à ce que son père apparaisse soudainement à l'université, lui attrape le bras et exige qu'elle parte immédiatement avec lui. Il met en garde contre une pluie imminente et presse tout le monde de trouver un abri au plus vite. Confuse par cette panique soudaine, Simone demande ce qui se passe, mais son père, Frédéric, reste évasif. Son petit frère Rasmus et leur mère l'attendent déjà dans la voiture, la suppliant de se dépêcher afin qu'il puisse quitter la ville. Au téléphone avec ses collègues, Frédéric évoque une tempête toxique se dirigeant vers la Scandinavie, bien plus mortelle que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il fonce dans le trafic, évitant les voitures et essayant de devancer les nuages menaçants. Simone peine à comprendre la panique de ses parents face à ce qui semble être une simple averse, mais elle entend bientôt les messages d'urgence, des gens s'effondrent et s'étouffent en masse. Agissant comme un enfant capricieux, Rasmus refuse d'attacher sa ceinture, ce qui distrait les parents lorsqu'ils essaient de le calmer. Frédéric perd momentanément le contrôle du véhicule. Ils évitent de justesse un accident, mais un camion renversé bloque la route tandis que les nuages s'approchent rapidement. Réalisant qu'il n'y a plus de temps, Frédéric dit aux enfants de courir après lui. Les premières gouttes commencent à tomber alors que la famille atteint l'entrée d'un bunker caché dans les bois. À l'intérieur, le bunker ressemble davantage à une base militaire secrète qu'à un simple abri. Simone et Rasmus sont submergés et confus. Sans donner trop d'explications, Frédéric enfile une combinaison de protection et confie les enfants à leur mère. Il insiste sur le fait qu'il est le seul à savoir ce qui se passe vraiment et comment y mettre fin. Avant de partir, il demande à Simone de protéger Rasmus à tout prix et de veiller à ce que personne ne le trouve jamais. Rasmus est la clé de tout, dit-il de manière énigmatique. Elle le supplie de ne pas partir, et il lui promet qu'il reviendra un jour. Simone tente d'appeler ses amis mais ne trouve que des diffusions en direct terrifiantes montrant des gens paniqués décrivant des événements étranges et mortels. Accrochée aux derniers mots de son père, elle essaie de rassurer Rasmus. Soudain, ils entendent frapper à la porte du bunker. Leur mère les met en garde de ne pas l'ouvrir, mais les enfants espèrent que c'est leur père. Dès que la porte s'ouvre, une personne infectée et trempée par la pluie se jette sur Rasmus. Leur mère se sacrifie pour les sauver, repoussant l'intrus mais se retrouvant exposé à la pluie. Elle commence à suffoquer, les suppliant de verrouiller la porte avant de mourir. Simone obéit et comprend qu'elle est désormais seule pour s'occuper de son petit frère. Bien qu'elle tente de faire bonne figure, Simone est bouleversée. Après avoir couché Rasmus, elle éclate en sanglots. Elle trouve du réconfort dans la salle de stockage avec les combinaisons de protection, imaginant que l'une d'elles et son père et lui parlent pour se sentir moins seule. Ces pensées la ramènent avant l'épidémie, quelques mois plus tôt, Rasmus était gravement malade et considéré comme incurable. Leur père, un scientifique travaillant pour une entreprise privée appelée Apollon, avait créé un virus qui l'avait miraculeusement guéri. De retour au présent, Simone et Rasmus trouvent une tablette de contrôle listant les coordonnées d'autres bunkers répartis sur la péninsule. Déterminés à contacter d'autres survivants, ils utilisent les outils de communication du bunker et parviennent à entrer en contact avec Philippe, un autre adolescent enfermé dans un abri. Ses parents ont aussi disparu et il ne sait rien de ce qui se passe dehors. Une nuit, Simone se réveille et découvre que Rasmus n'est plus dans son lit. Il affirme avoir vu leur père, ce que Simone sait impossible. Plus tard, Philippe les contacte à nouveau et parle d'un hôpital à proximité, transformé en zone de quarantaine. Croyant que leur père pourrait s'y trouver, Simone se prépare à un voyage dangereux. Elle dit à Rasmus qu'elle pense partir, mais il la supplie de ne pas le laisser, il a déjà perdu leurs parents et ne veut pas la perdre aussi. Cette nuit-là, Simone sort en cachette vêtue d'une combinaison. Chaque pas dans la forêt est empreint de peur. Le souvenir de la mort de sa mère déclenche une crise de panique. Submergée mais déterminée, Simone promet à l'image de son père de tout faire pour protéger Rasmus. Elle décide de transformer le bunker en véritable foyer. Le courant est coupé, la radio ne fonctionne plus, mais un générateur fournit juste assez d'électricité pour survivre. Simone apprend à entretenir le système et tente même de cultiver des aliments, sans succès. Elle remonte le moral de son frère en dansant, mais la vie en isolement devient de plus en plus difficile. 5 ans plus tard, Rasmus a perdu tout espoir de revoir leur père. Il pense qu'il est mort et veut quitter le bunker, mais Simone a toujours trop peur. Finalement prête à tout pour son frère, elle attend qu'il s'endorme et sort à nouveau. La pluie a cessé, le monde est silencieux, rempli d'animaux sauvages mais sans trace d'humains. Elle suit les panneaux vers l'hôpital mentionné par Philippe, mais il est en ruine. À l'intérieur, elle ne trouve que des restes humains, aucun survivant. Après avoir échappé de justesse à un loup, Simone retourne au bunker à l'aube. Elle dit la vérité à Rasmus et lui propose une seule option, se diriger vers le prochain bunker indiqué dans le système, censé contenir des provisions et un générateur fonctionnel. Il décide de partir le matin, mais cette nuit-là, quelque chose tourne mal, l'oxygène s'arrête. Rasmus se réveille et découvre Simone en train de suffoquer. Désespéré, il ouvre la porte du bunker, et tous deux s'enfuient, pour réaliser qu'il s'agissait d'un piège. Quelqu'un avait volontairement coupé l'alimentation pour les forcer à sortir. En trébuchant dehors, ils sont soudainement entourés par des inconnus armés aux intentions mystérieuses. Simone et Rasmus sont ramenés de force dans le bunker et enfermés dans une pièce. Il s'avère que les 5 intrus armés sont en réalité un groupe de survivants menés par un homme nommé Martin,
accompagné de Patrick, Jean, Lee et Béatrice. Martin avait attiré les occupants du bunker avec un seul objectif, entrer pour piller les provisions. Affamés et désespérés, ils fouillent les lieux mais trouvent le bunker presque vide. Pourtant, ils sont stupéfaits par son état, ce n'est pas qu'un simple abri, c'est un système bien conçu pour se protéger de la contamination. Rasmus commence à paniquer, convaincu qu'ils vont soit être tués, soit abandonnés dans la pièce verrouillée. Déterminée à éviter cela, Simone cherche un moyen de communiquer avec le groupe. Béatrice est la plus réceptive, elle parle à Simone à travers la vitre renforcée et se présente tout en expliquant leur mission. Après avoir récupéré ce qu'ils peuvent, Martin ordonne au groupe de quitter le bunker, prévoyant d'abandonner Simone et Rasmus. Mais Simone coupe l'électricité et allume la fenêtre avec sa tablette. Lorsque Martin s'approche, elle lui montre une carte de la péninsule en indiquant d'autres bunkers pouvant encore contenir des provisions. Ensuite, elle détruit la tablette et prétend avoir mémorisé les coordonnées, la rendant indispensable. À contre-cœur, Martin accepte de les laisser venir, forçant les frères et sœurs à guider le groupe vers le prochain abri. Simone mène le groupe mais se rend vite compte qu'ils sont perdus. Martin s'en aperçoit et menace de les tuer tous les deux s'ils ne trouvent pas le bunker avant minuit. La pluie toxique tombe encore chaque nuit et sans abri, ils ne survivront pas. En cherchant, ils aperçoivent deux hommes armés. Martin ordonne rapidement à tout le monde de se cacher sous une couverture qui masque leur signature thermique. Les hommes armés sont des chasseurs qui traquent les survivants à l'aide de la vision thermique et d'autres technologies. Ils trouvent une femme cachée dans les bois et la prennent en chasse. Simone supplie Martin de l'aider à la sauver. Béatrice la soutient, affirmant qu'ils ne sont que deux et qu'ils peuvent les battre. Martin accepte à contre-cœur et tue les deux hommes. Mais lorsqu'ils atteignent la femme, ils découvrent que ses pieds sont trempés. Elle est infectée. Sans hésiter, Martin l'exécute pour lui, elle est déjà perdue. Simone est horrifiée par son sang-froid, mais cela s'explique, des années plus tôt, Martin était soldat et gardait la zone de quarantaine. Un jour, il vit une femme portant un bébé. Il devait la tuer, mais ne put se résoudre à tirer sur une mère sans défense. À son retour au camp, tout le monde était mort sauf un soldat, Pierre, qui lui dit que la femme était infectée et les avait tous tués. Plus tard, Pierre mourut lui aussi après avoir touché le bébé. Hanté par son échec, Martin déserta et forma le groupe de survivants, jurant de ne plus jamais faire preuve de pitié. Alors que la pluie approche, le groupe se réfugie dans une maternelle abandonnée. Il scelle les lieux pour empêcher l'eau d'entrer. Lee s'affaiblit de faim et de manque de médicaments. Martin rappelle à Simone que s'il ne trouve pas un vrai bunker bientôt, quelqu'un mourra. Pendant ce temps, Jean aide Rasmus à trouver des chaussures, les prenant sur un cadavre. Patrick reste méfiant envers Simone et Rasmus, doutant qu'ils aient vraiment survécu 6 ans dans un bunker. En fouillant le sac à dos de Rasmus, Patrick trouve des dessins, dont un montrant une silhouette mystérieuse dans le bunker. Rasmus jure avoir vu quelqu'un cette nuit-là, mais Patrick le croit délirant. Cette nuit-là, Rasmus suit secrètement Martin et Béatrice et découvre qu'ils sont amants. Blessé, il prend ses distances avec Béatrice. Le matin suivant, distrait, il marche dans une flaque d'eau. Martin se prépare à le tuer avant que l'infection ne se propage, mais Simone protège son frère avec son corps. Elle supplie Béatrice de vérifier ses pieds. Heureusement, ils sont secs. Le groupe reprend la route. Bientôt, ils atteignent un autre bunker. Simone scannait sa paume pour l'ouvrir, révélant des réserves de nourriture et de provisions. Le groupe est soulagé. En explorant, Simone trouve le téléphone de son père et découvre qu'il a été là. Elle lit ses messages et trouve une vidéo de son supérieur lui ordonnant de se rendre en Suède. Cela redonne espoir à Simone et Rasmus, si leur père est vivant et en Suède, peut-être travaille-t-il encore à un remède contre la pluie toxique. Plus tard, Simone montre l'enregistrement à Martin et propose de partir en Suède pour le retrouver. Elle pense qu'il est vivant et continue ses recherches. Martin reste sceptique, s'il existait vraiment un moyen d'arrêter l'épidémie, le monde ne serait pas dans un tel état. Il hésite à quitter la sécurité du bunker mais donne tout de même des instructions à Simone pour atteindre le pays voisin. Il lui conseille d'éviter les gens, les jugeant dangereux, mais Simone pense qu'il exagère. Peu après, Simone et Rasmus prennent la route. Une fois arrivés en ville, ils se cachent dans un bus renversé pour rester à l'abri. Quand Lee et Béatrice apprennent que les deux ont quitté le bunker, ils décident de les suivre, les considérant comme leur seul espoir de survie. Lee, Béatrice et Jean les rattrapent rapidement et le groupe poursuit son périple ensemble. Martin et Patrick hésitent au départ mais finissent par les rejoindre. En chemin, le groupe trouve un petit café et décide de faire une pause, feignant que la vie est encore normale. Lee et Jean partent pour chercher de nouvelles lunettes, promettant de revenir avant la pluie. Mais peu après, un groupe de gens affamés débarque au café. Désespérés et agressifs, ils se comportent comme des bêtes sans aucune compassion. Béatrice, Rasmus et Simone sont forcés de fuir. Dans la panique, Simone est séparée du groupe et se retrouve seule. En se cachant, elle aperçoit un jeune garçon exposé à la pluie toxique. Elle l'aide à se réfugier dans une église en ruine. L'enfant est faible et malade, alors Simone lui donne sa nourriture. Le père du garçon, bouleversé par tant de gentillesse, la supplie de quitter la ville au plus vite, avertissant que les gens ici sont pires que des bêtes. Tandis que le père et le fils partent, d'autres repèrent leur nourriture et les attaquent. Simone assiste, horrifiée, à leur meurtre et se sent responsable. Pendant ce temps,
Martin et Patrick arrivent en ville et se réfugient dans un bus pour attendre la fin de la pluie, en manipulant un étrange appareil qu'ils ont volé à une paire de chasseurs de primes. Par accident, Patrick active une carte qui révèle qu'il se trouve dans une zone de quarantaine entourée d'un haut mur, et qu'au-delà de ce mur, il pourrait y avoir un monde sans virus. Béatrice et Rasmus trouvent refuge dans la maison où Béatrice a grandi. Elle se confie sur son passé, ses parents allaient divorcer, mais sont morts ensemble lors de l'apocalypse, sans jamais quitter la maison. Rasmus la réconforte et lui avoue qu'elle lui plaît. Peu après, Rasmus, Béatrice, Simone, Lee et Jean se retrouvent, mais sont attaqués par un homme affamé armé d'un couteau. Lorsqu'il apprend qu'ils vont vers un bunker rempli de nourriture, il attrape Rasmus et menace de le tuer. Martin et Patrick arrivent juste à temps pour intervenir. Dans la lutte, Rasmus est poignardé au ventre avant que l'homme ne prenne la fuite. Le groupe de 7 parvient à stopper l'hémorragie et se dirige rapidement vers un autre bunker, mais à leur arrivée, la porte est cassée et il n'y a pas de nourriture. Malgré cela, ils décident de rester et de soigner Rasmus. Béatrice s'occupe de lui et repense au début de tout cela, lorsque la pluie empoisonnée a commencé, elle était seule. Plus tard, elle a rencontré Lee et Jean, et quand Martin et Patrick ont voulu les tuer, elle est devenue la compagne de Martin pour qu'il les protège et leur permette de rester. Dans le présent, Martin montre à Simone la carte de quarantaine récemment découverte et lui propose de se diriger vers le mur, dans l'espoir de peut-être échapper à ce cauchemar et retrouver une vie normale. En patrouille à l'extérieur, Léa et Jean aperçoivent un véhicule transportant des chasseurs traquant des survivants. Pour poursuivre leur route, le groupe doit traverser un pont gardé, mais c'est trop risqué. Pendant ce temps, l'état de Rasmus empire à cause de sa blessure au ventre, et il leur faut rapidement trouver un médecin dans la prochaine ville. Béatrice soutient Rasmus du mieux qu'elle peut, mais Martin remarque leur proximité et commence à devenir jaloux. Il l'emmène à l'écart et lui demande si elle accepterait un vrai rendez-vous avec lui une fois sortie de la zone de quarantaine. Un peu plus tard, Martin suggère d'attendre la tombée de la nuit pour traverser le pont discrètement, mais l'état de Rasmus se détériore et le temps presse. Simone propose alors un plan plus dangereux, aller seule jusqu'au pont pour attirer l'attention et provoquer une poursuite. Rapidement, un drone à vision thermique la repère et la suit jusqu'à un bâtiment en ruine. Quelques minutes plus tard, 3 chasseurs armés arrivent dans un SUV blindé. Ils sont lourdement armés et extrêmement dangereux, mais c'était un piège, Simone les a attirés là volontairement, car le reste du groupe était caché à proximité, prêt à les affronter. Martin abat le drone et les autres capturent les 3 chasseurs pour les interroger sur ce qu'il y a au-delà de la zone de quarantaine. Simone dirige l'interrogatoire, mais en vain, les chasseurs gardent le silence, convaincus que leur exécution est inévitable. Jean remarque alors un tatouage sur le bras de l'un d'eux, ce qui réveille des souvenirs traumatisants. Juste après la première pluie, il avait trouvé refuge dans un village rural où une famille avec une petite fille sourde l'avait accueilli. Il avait vécu des jours heureux avec eux jusqu'à ce que des chasseurs de primes les trouvent. À l'époque, personne ne savait encore à quel point ces chasseurs étaient dangereux. Le père de la famille est sorti pour les rencontrer sans méfiance, mais les 3 hommes l'ont abattu et ont enlevé sa femme. Quand la fillette a tenté de crier, Jean a dû lui couvrir la bouche, mais l'a étouffée accidentellement. Depuis, il est hanté par cette tragédie et veut se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Martin promet d'exécuter les 3 hommes et pousse tout le monde à retourner rapidement à la voiture pour éviter d'autres patrouilles. Bientôt, le groupe atteint la ville voisinée, à l'aide du drone thermique, repère une femme armée cachée non loin, c'est une docteure qu'il cherchait. Elle aide Rasmus à recoudre sa blessure et leur confie avoir perdu 2 enfants à cause de la pluie virale. Simone lui révèle que son père, le scientifique Frédéric, pourrait développer un remède. La femme leur propose d'aller dans un endroit plus sûr pour administrer une injection à Rasmus et les conduit à un bunker. Il s'avère qu'elle a également travaillé pour la corporation et a accès à cet abri. L'ancien bâtiment fait office de couverture pour échapper aux patrouilles de chasseurs. Mais lorsqu'elle demande à Rasmus de s'asseoir, elle l'attache et attaque Simone pour l'immobiliser. Elle révèle avoir travaillé dans le même département que leur père et le tient pour responsable de tout, c'est Frédéric qui a créé le virus à l'origine de millions de morts à travers la péninsule scandinave. Elle veut se venger et prévoit de filmer l'exécution de ses enfants. Pendant ce temps, les autres décident de se séparer, Léa et Béatrice explorent les environs pendant que Patrick, Martin et Jean tentent de voler la docteure et de trouver de la nourriture. Peu après, ils repèrent plusieurs chasseurs armés qui les ont découverts. Le pire, c'est que Martin n'a pas tué les 3 criminels plus tôt. Voyant de nouveau le tatouage, Jean perd le contrôle. Fou de rage, il s'empare d'un fusil et sort affronter les ennemis de front. Martin aurait pu éliminer les autres mais laisse passer l'occasion. En conséquence, Jean est capturé et emmené. Martin et Patrick rejoignent Léa et Béatrice et tous se dirigent vers le bunker de la docteure. À l'intérieur, Patrick assiste à une tentative de meurtre sur Rasmus et réagit rapidement en tuant la femme devenue folle. Patrick est déçu du comportement de Martin, qui n'est plus le leader qu'il était autrefois. Pendant ce temps, Béatrice remarque que Martin développe des sentiments pour Simone, et il semble que ce soit réciproque. Le lendemain, le groupe de 6 reprend la route, mais Simone n'arrive pas à déterminer le bon chemin, ils sont perdus et ne savent plus où aller. Patrick et Léa sont très inquiets pour Jean, toujours prisonnier des chasseurs. Tout le groupe est désespéré, ils doivent rester cachés et la pluie peut tomber d'un moment à l'autre. En entendant du bruit à proximité, ils se dirigent vers la lisière de la forêt et aperçoivent un vieux château habité. En s'approchant, Martin et les autres rencontrent d'étranges personnes toutes habillées de la même manière. Le groupe est autorisé à entrer pour se protéger de la pluie toxique, à condition que Patrick et Martin rendent leurs armes.
Réalisant qu'ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent survivre, ils se résignent à remettre leurs fusils et entrent dans le château. Martin trouve ces gens suspects et ils se comportent comme une secte. Ils exigent que le groupe oublie sa vie passée et abandonne tout ce qu'il a connu auparavant. Ils verrouillent la porte de la chambre et gardent un œil sur Rasmus, car il commence à tomber malade. Le lendemain matin, Karen leur fait visiter les lieux et leur explique qu'ils cultivent des fruits et légumes sur place. Personne ne lui fait confiance au début, alors elle mange une tomate pour prouver qu'elle est comestible. Elle conduit le groupe à une salle de bain et leur propose de se changer et de se rafraîchir. Martin refuse de porter leurs vêtements et s'éloigne, tandis que les autres restent sceptiques face aux paroles de Karen. Finalement, elle prend une douche pour prouver que l'eau est potable. Pendant que les 5 amis s'amusent sous la douche, oubliant un instant leurs soucis, Martin explore les lieux et s'introduit discrètement dans une salle de stockage. Il y trouve des chaussures pour enfants, mais n'a vu aucun enfant dans le château, ce qui lui paraît étrange. Quand il en parle, on lui assure que des enfants vivent là, mais qu'il ne les a tout simplement pas encore croisés. Léa dit à Karen qu'ils devront bientôt partir, mais Karen leur demande de rester un jour de plus pour assister à une célébration mensuelle. L'état de Rasmus empire, et le médecin accepte de l'examiner. À un moment, il propose de lui faire une injection, mais Simone refuse car la seringue est marquée du logo de la société Apollon, ce qui signifie que ce médecin travaillait autrefois pour eux. Plus tard, elle essaie d'obtenir des réponses, mais la chef de la communauté lui interdit de poser des questions sur le passé sombre ou les causes de l'apocalypse. En remarquant que Léa est croyante, Karen lui propose de se confesser. Léa se confie alors sur sa vie avant la première pluie toxique, issue d'une famille très religieuse et stricte. Elle rêvait d'aller à une fête étudiante et avait pratiquement fui son domicile en promettant à sa mère de se comporter correctement. Mais des soi-disant amis lui ont fait une mauvaise blague en mettant de la drogue dans son verre. Elle a alors perdu le contrôle et passé la nuit avec 3 garçons. Le lendemain matin, elle a vu une vidéo de l'événement et a appelé sa mère, qui l'a rejetée et raccrochée au nez. Léa s'est alors tournée vers la foi et a prié pour que Dieu punisse les responsables, puis la pluie empoisonnée a commencé, tuant tout le monde dehors. En voyant ses agresseurs mourir, Léa s'est sentie coupable, même si ce n'était pas sa faute. Martin devient de plus en plus méfiant vis-à-vis de ce lieu qui semble trop parfait. En descendant au sous-sol, il voit des cuisiniers travaillant avec des scies, mais on lui interdit l'accès à la cuisine. En retrouvant Simone, il se rend compte qu'elle partage ses doutes, cette secte cache forcément quelque chose. Il retourne au sous-sol pour vérifier la cuisine, mais tout est parfaitement propre et les cuisiniers ont disparu. Pendant ce temps, Rasmus flirte avec Béatrice et Simone montre un intérêt croissant pour Martin, mais ce n'est pas le moment pour les sentiments, quelque chose de louche se trame. Martin goûte une tomate, rien ne se passe, mais ses soupçons s'accentuent. Il retourne au sous-sol alors que tout le monde se rassemble pour le dîner de célébration mensuelle. Martin découvre des gouttes de sang sur le sol, puis en ouvrant le réfrigérateur, il trouve des restes humains. Il comprend alors que cette secte est composée de cannibales qui mangent les leurs et tout survivant égaré. Rapidement, tout le monde apprend que le médecin et la chef de la secte les tiennent en otage avec des armes. Rasmus, Simone, Léa, Béatrice et Patrick ont tous goûté à de la chair humaine, et ils doivent maintenant tirer une enveloppe pour décider de leur sort. Une enveloppe contient une fleur, symbole du passage vers l'au-delà, autrement dit, cette personne sera le prochain repas du mois. Le tirage désigne Léa, mais Karen se sacrifie et propose de mourir à sa place pour qu'elle puisse vivre et partir. Le groupe quitte le château et découvre que la société Apollon est derrière tout cela, et que le médecin local, qui est le père de Rasmus et Simone, a dirigé les expériences. Réalisant que ce dernier n'a jamais oublié le passé, la chef de la secte le bannit. Condamné, l'homme montre à Simone ce qu'il y avait dans la seringue et s'injecte lui-même le produit. Il meurt instantanément, infecté. Poursuivant leur voyage, les amis s'arrêtent pour la nuit dans une maison abandonnée près d'un lac. Le matin, ils consultent la carte et constatent que les chasseurs de primes sont toujours sur leur trace et avancent plus vite. En fait, ils ont déjà atteint le mur qui leur bloque la route. Martin presse tout le monde de partir rapidement, mais Rasmus avoue qu'il ne peut pas marcher. Il leur faut des provisions et atteindre le prochain bunker, mais il est incapable de continuer. Le groupe décide alors de se séparer, Léa, Simone, Patrick et Martin partent vers le bunker, laissant Rasmus derrière avec Béatrice. Seuls ensemble, Rasmus avoue qu'il simulait sa blessure, elle est presque guérie, il a menti pour passer du temps avec Béatrice. Profitant d'être juste à deux, ils dessinent, explorent la nature et passent d'agréables moments. Lorsqu'un orage éclate, ils se réfugient, mais continuent de s'amuser, dansant sans se douter que l'eau de pluie s'infiltre à travers le plancher pourri. Soudain, une goutte tombe sur le visage de Béatrice, déclenchant sa panique. Rasmus la rassure, l'embrasse et lui promet que si elle est un jour infectée, il mourra avec elle. Rassurés, ils font l'amour et passent la nuit ensemble. Pendant ce temps, Patrick observe Martin passer de plus en plus de temps avec Simone sans prêter attention à lui, alors qu'ils sont amis depuis des années. Martin ne considère pas vraiment Patrick comme un ami et ne le traite pas comme tel hanté par son passé. Patrick boit beaucoup, se sentant abandonné et trahi par tous. Son propre père lui avait donné une voiture uniquement pour s'assurer qu'il parte définitivement. C'est dans cette voiture, lors de la première pluie, que Patrick s'est rendu compte que tous ceux qui l'entouraient étaient morts. De retour au groupe, les 4 amis trouvent enfin le bunker, mais à l'intérieur, il est rempli de dessins et de jouets d'enfants. Simone et Léa insistent pour ne pas piller les lieux car une famille avec un enfant y vit. Martin et Patrick ne sont pas d'accord, les provisions sont leur seul espoir de survie. En fouillant, Patrick découvre une tablette contenant des centaines de vidéos.
Le bunker appartenait à un employé de la société qui menait des expériences sur des humains, leur injectant du poison pour tester leur résistance. La plupart mouraient, y compris des enfants. L'un des cobayes dans les vidéos est le père de Simone, ce qui pousse cette dernière à justifier les expériences, les voyant comme une tentative désespérée de trouver un remède pour sauver l'humanité. Le groupe prévoit de quitter le bunker et de revenir à la maison, mais la pluie les force à rester. Se sentant exclu, Patrick se saoule et Simone essaie de le réconforter, pensant quelle est la raison pour laquelle Martin s'est éloigné de lui. Patrick pousse alors Simone dehors, sous la pluie. Quelques instants plus tard, Patrick appelle Martin et le supplie d'exécuter Simone avant qu'elle ne soit infectée et ne les attaque, mais Martin n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. Léa défend Simone et sort sous la pluie avec elle. Martin et Patrick les isolent toutes les deux. Malgré qu'elles soient trempées, Léa et Simone ne montrent aucun signe d'infection, ce qui pousse le groupe à croire que la pluie n'est plus dangereuse. Martin sort à son tour pour en avoir le cœur net. Le groupe célèbre, applaudit et boit avant d'aller dormir. Le lendemain matin, Martin chasse Patrick pour avoir trahi leur amitié et presque causé la mort de Simone. Pendant ce temps, Rasmus se réveille et découvre que Béatrice est bien morte du virus. Lorsque Patrick revient, il assiste à la scène mais s'enfuit, avant d'être attaqué par derrière et d'avoir un sac enfoncé sur la tête. Quelques minutes plus tard, on découvre que Patrick a été capturé par des chasseurs de primes. Le chef d'escouade, Thomas, l'interroge violemment en lui arrachant les dents. Malgré la torture, Patrick finit par révéler que les autres se cachent dans un bunker auquel Simone a accès, son père travaillant pour la corporation. Il leur parle aussi de Rasmus et de sa résistance au virus. Le groupe comprend que Rasmus est l'invincible, la personne qu'il recherche depuis 4 ans. En même temps, on apprend que ces chasseurs de primes sont en réalité des escouades corporatives opérant dans la zone de quarantaine. Leur mission est de capturer les survivants pour des expériences, car aux yeux du gouvernement, tous les survivants sont légalement morts et peuvent être utilisés comme ressources jetables. Ces chasseurs ne peuvent pas quitter la zone sans trouver l'invincible, car une capsule de poison dans leur sang s'activerait s'ils tentaient de fuir ou désobéissaient. Rasmus ramène le corps de Béatrice au bunker et tente désespérément de la sauver. Il est prêt à tout pour la ramener à la vie, mais Martin et les autres n'ont pas d'autre choix que de l'isoler. Tous sont choqués par la mort de Béatrice, mais personne autant que Rasmus, qui perd toute volonté de vivre et souhaite mourir. Profitant d'un moment d'inattention, il s'échappe et contacte Thomas, promettant de se rendre pour qu'on le tue. Simone, réalisant que son frère a disparu, part à sa recherche et découvre qu'il a été capturé. Après avoir enterré Béatrice, le groupe poursuit sa route avec une nouvelle mission, sauver Rasmus. Entre-temps, Thomas injecte plusieurs produits à Rasmus pour le maintenir conscient et l'aider à fuir la zone. Avec ruse, Léa crie et prétend être une victime perdue pour attirer un chasseur dans un piège. Il le capture et contacte Thomas pour proposer un échange de prisonniers. Le chef refuse l'offre, mais un subordonné explique pourquoi Rasmus est l'élu, résistant au virus, alors que Béatrice est morte dans la même situation. Lors de la négociation suivante, Simone menace d'injecter du poison aux prisonniers si son frère ne leur est pas rendu. Rasmus revient mais choisit de s'injecter le poison lui-même pour épargner les autres. Quelques minutes plus tard, il se réveille, prouvant une fois pour toutes qu'il est immunisé. Thomas propose alors un accord, les amener à la base de la corporation pour mener des expériences sur Rasmus afin de créer un antidote, en échange de leur liberté. Rasmus, Simone, Léa, Martin et Patrick qui les a rejoints acceptent prudemment. Avant leur départ, un chasseur de primes embrasse Rasmus sur le front, le voyant comme le dernier espoir de l'humanité. Quelques instants plus tard, il meurt, même si Rasmus n'est pas malade, il est porteur et transmet le virus. Quelques heures plus tard, Thomas conduit les survivants au siège de la corporation, de l'autre côté du mur. Léa, Patrick et Martin sont emmenés dans un bunker, dans une sorte d'entre-deux, ni prisonniers, ni invités. À l'intérieur, ils retrouvent Jean, toujours vivant, et découvrent qu'il va bien. On leur demande de prendre des compléments alimentaires. Martin se méfie, mais une femme avale un comprimé pour prouver qu'il est inoffensif, ce qui convainc les autres. Pendant ce temps, Rasmus et Simone rencontrent leur père. Simone l'attaque, le tenant pour responsable de l'apocalypse et de la création du virus qui a décimé la Scandinavie. Frédéric demande à sa fille de se calmer et envoie Rasmus à l'infirmerie pour des examens préliminaires, avant la collecte de biomatériaux pour fabriquer un antidote. En privé, il insinue à Simone qu'il ne peut pas tout dire à cause des caméras. Plus tard, une doctoresse tente de faire un prélèvement à Rasmus, mais il la mord. La femme mute rapidement et meurt dans d'atroces souffrances. Cette nuit-là, Frédéric retrouve Simone et l'emmène dans un endroit sans caméra. Il avoue que, 6 ans plus tôt, il était entré dans le bunker et que Rasmus l'avait vu. Frédéric avait alors scellé le bunker et déclaré tout le monde mort pour protéger son fils. Il a tué le médecin qui doutait de son histoire, puis presque tous les habitants de la zone. Le poison et l'antidote sont cachés dans la moelle osseuse, mais pour créer le remède, il faudrait tuer Rasmus, ce qu'il refuse. Il propose plutôt que Simone et Rasmus s'enfuient. En tentant de libérer son fils du laboratoire, Frédéric trouve le corps muté de la doctoresse. Après analyse de son ADN, il comprend que Rasmus a trop muté et que ses tissus ne peuvent plus servir à créer un antidote. Le remède est perdu et Rasmus est devenu trop dangereux, plus facile à tuer qu'à sauver. Frédéric accepte finalement que la compagnie l'utilise pour ses expériences. Simone entend ce plan et avertit ses amis de provoquer un incendie. Grâce à elle, Martin, Jean, Léa et Patrick s'échappent du bunker.
Les 6 amis décident de fuir la zone de quarantaine, mais Frédéric les confronte. Il tire sur Martin et s'apprête à tuer Rasmus, mais Simone l'arrête. Le groupe parvient à s'échapper, mais Thomas les intercepte à la sortie. Il leur révèle que les compléments qu'ils ont pris étaient en réalité des capsules de poison, s'ils quittent la zone, ils mourront. Seuls Rasmus et Simone peuvent en sortir vivants, mais ils refusent d'abandonner leurs amis. Réalisant qu'ils ne peuvent pas fuir, les 6 retournent dans la zone, sachant que la corporation les traquera. Pendant ce temps, la dirigeante de la corporation ordonne l'arrestation de Frédéric et la capture du groupe, car Rasmus n'est plus destiné à sauver l'humanité, mais à produire et vendre des armes biologiques.